Yevgeny Prigojine diffuse un premier message pour la première fois depuis une semaine. Yevgeny Prigojine s'adresse aux Russes, s'adresse à ses troupes. On va voir ça en détail, on va se demander ce que ça signifie. On va se demander d'abord ce que nous dit exactement ce message un peu particulier, il faut bien le reconnaître. Et puis on va se demander ce qui se passe autour de Wagner, parce que ça va très vite depuis 48 heures sur le démantèlement de Wagner. Je salue Isabelle Lasserre qui nous rejoint. Bonsoir Isabelle, correspondante, ancienne correspondante à Moscou pour Le Figaro. Vous suivez toutes ces questions aujourd'hui. Je salue le général Dominique Trinquant. Merci d'être avec nous Dominique. Et je salue Romain Mielcarrec. Bonsoir Romain. Vous êtes journaliste indépendant, spécialiste de défense et de relations internationales. D'abord, que s'est-il passé précisément? Voici les indispensables avec Fanny Veil. Bonsoir Fanny. Bonsoir David, bonsoir à tous. Prigojine reprend la parole. Et oui, c'est la première fois qu'on entend le son de sa voix depuis maintenant une semaine. C'est très inhabituel. Yevgeny Prigojine s'exprime sur l'une de ses chaînes Telegram très suivies, 57 000 abonnés. Point important, il n'apparaît pas. C'est une bande-son, un audio de 41 secondes très exactement au total. Ce n'est pas un enregistrement vidéo. Comme si le patron de Wagner ne souhaitait donner absolument aucun indice sur l'endroit où il se trouve ou sur son apparence actuelle. Alors que dit-il? Eh bien vous allez l'entendre, son ton semble peu assuré, son débit est relativement lent. On est loin, très loin de l'aplomb qu'il affichait pendant que ses troupes marchaient vers Moscou. Disons-le tout de suite, le message de cet enregistrement laisse même un sentiment étrange. Première partie, il lance un appel à soutenir Wagner sans expliquer pourquoi. Сегодня нам как никогда нужна ваша поддержка. Спасибо вам за это. Ensuite, dans l'essentiel de son propos, il se contente, comme il y a une semaine, de revenir sur le sens de son coup de force avorté. Écoutez. Я хочу, чтобы вы понимали, наш марш справедливости был нацелен на борьбу с предателями и мобилизацию нашего общества. И думаю, что многое из этого нам удалось. Et lorsqu'il évoque le futur de Wagner, c'est en des termes très flous. Il n'y a rien de précis et plus surprenant encore, il évoque un retour de Wagner dans les combats contre l'armée ukrainienne. В ближайшее время я уверен, что вы увидите наши следующие победы на фронте. Спасибо, ребята. Et c'est d'autant plus étrange, David, que ces hommes ont perdu le droit de combattre en Ukraine et d'utiliser des armes lourdes. Et dans le même temps, Wagner est peu à peu rayé de la carte en Russie. Oui, une image à elle seule résume cette disgrâce. La grande enseigne lumineuse Centre Wagner vient d'être retirée du toit du QG de Saint-Pétersbourg. Souvenez-vous, c'est ce bâtiment en vitre qui avait été inauguré en grande pompe par Yevgeny Prigojine en octobre. Une dizaine d'étages, des bureaux vastes, ultra modernes. L'immense usine à trolls d'Yevgeny Prigojine, composée de 300 médias et chaînes Telegram, a été démantelée. Autre signal, le chef de Wagner a perdu ce qui a fait sa fortune, ses sociétés de traiteurs. En une semaine, tous ses contrats avec l'armée, le ministère de la Défense et le Kremlin, des contrats très lucratifs, ont été annulés. Dans le même temps, dans le métro ou sur les panneaux d'affichage, partout en Russie, les publicités Wagner comme celle-ci et les annonces de recrutement sont arrachées les unes après les autres, remplacées, c'est ce que vous voyez ici, parfois par des annonces de l'armée régulière. Et les hommes de Wagner sont-ils arrivés en Biélorussie finalement ? Eh bien, c'est le grand point d'interrogation de cette affaire. 3 camps devaient les accueillir, notamment à Assipovichi. C'est ici, si vous le voyez sur la carte de la Biélorussie. Jusqu'à maintenant, aucun signal, aucune trace, aucune image, même des hommes sur ces camps. Mais il y a quelques instants, ces photos ont été publiées sur l'une des chaînes Telegram de Wagner. C'est ce qui est présenté comme ces fameux camps qui vont accueillir les hommes d'Yevgeny Prigojine. On voit des tentes, on voit aussi des couchettes en bois très spartiates. D'après cette chaîne Telegram, les premiers hommes de Wagner seraient arrivés, mais on n'en a pas la confirmation visuelle, David, ce soir. Oui, on voit beaucoup de tentes, mais on ne voit pas grand monde dedans. Donc c'est toujours le point d'interrogation sur la réalité de ce transfert des troupes de Wagner en Biélorussie. Merci Fanny. Tout dernier point, parce que c'est un peu étonnant. Est-ce que c'est une coïncidence ou pas? Au moment où Wagner semble démantelé, la réapparition d'un autre homme qu'on n'avait plus entendu depuis les événements, c'est-à-dire le ministre de la Défense Shoigu, le ministre de la Défense russe. Oui, comme si la désintégration de Wagner lui avait donné l'assurance pour reprendre la parole.
Sergueï Shoïgu s'exprimait devant des officiers de l'armée russe. Vous l'avez dit, c'est sa première déclaration depuis la marche de Wagner vers Moscou. Et c'est un Shoïgu satisfait de ses troupes qui commente la fidélité de son armée. Июня дестабилизировать обстановку в России. Эти планы провалились прежде всего потому, что личный состав вооруженных сил проявил верность присяге и воинскому долгу. Военнослужащие мужественно и самоотверженно продолжали решать возложенные на них задачи. Il aura fallu une semaine pour entendre le ministre de la Défense se féliciter de la loyauté. On ne peut pas dire que l'armée russe elle a été très très active pour contrer Wagner. Merci beaucoup Fanny. Mais voilà qu'une semaine après, au moment où Wagner est démantelé, là on voit le ministre russe. Ce qui nous occupe d'abord, Prigojine. Isabelle, est-ce que pour vous, c'est une preuve incontestable, grand 1, que Prigojine est en vie, grand 2, qu'il est toujours en mesure de communiquer, d'agir? C'est étrange ce message. Écoutez, les seuls qui se frottent les mains, ce sont les scénaristes de séries télévisées, parce qu'on est là dans un cas typique d'histoire russe extrêmement compliquée, avec derrière des services secrets qui se font des règlements de compte entre eux, sans doute des manipulations. Et pour nous qui regardons ces images, des zones d'ombre tellement importantes qu'aujourd'hui encore, 10 jours après les faits, on est incapable d'expliquer clairement ce qui s'est passé. Prigojine vivant et qui communique? Prigojine Ou vous vivant avez un doute? et qui communique, oui. Alors Wagner, visiblement, est en train d'être dissoute. Quand Prigojine dit vous allez voir notre retour et nos victoires sur le front. Sur le front? Oui, ben moi ce qui me vient à l'idée, c'est, et pourquoi pas, le front biélorusse. Et si il y a eu des négociations la semaine dernière entre Prigojine, quand il est arrivé en Russie, le lendemain et le surlendemain, il a traversé la frontière, il est allé à Saint-Pétersbourg, où il aurait, dit-on, rencontré Vladimir Poutine en personne. Il y a des négociations. Est-ce que Prigojine s'est fait tordre la main pour ouvrir un nouveau front en Biélorussie? Est-ce que c'est ça dont on parle? Il y a aujourd'hui des choses qui sont inexplicables et qui posent problème dans l'interprétation de l'histoire. Par exemple, cette marche hallucinante entre Rostov et Moscou, ça ne tient pas, ça ne marche pas. Toujours 10 jours après, ce n'est pas possible qu'il n'ait pas été arrêté. Je veux bien que l'armée russe soit pas dans l'état dans lequel on l'annonçait, etc. Mais ce n'est pas possible. Il s'est passé quelque chose. Est-ce que c'est un piège? On n'en sait rien. Bon, point factuel. Est-ce que ce message audio de Prigojine vous semble apporter la preuve incontestable qu'il est toujours en vie et que ce message vient d'être enregistré alors qu'il ne dit rien des événements en cours sur le démantèlement de Wagner, alors qu'il ne dit rien peut-être des missions de Wagner en Afrique, alors qu'il part de rejoindre le front, alors qu'on sait que c'est une idée abandonnée par les Russes, visiblement, Général Trinquant? Non, alors je pense que les choses sont toujours en train de se dérouler et la négociation qui a eu lieu pour arrêter l'opération en question n'est pas au bout de la négociation. Le premier point sur les forces Wagner elles-mêmes et leur transfert vers la Biélorussie, je rappelle qu'il faut faire un tri. Il y a d'abord du matériel qui est rendu, qui ne va pas partir là-bas, qui va rester sur le front ukrainien. Deuxièmement, le tri entre ceux qui ont fait la fameuse marche pour la justice là, et ceux qui ne l'ont pas fait. Et ensuite, dans ceux qui ne l'ont pas fait, ceux qui ont décidé d'aller en Biélorussie et ceux qui décident de rentrer chez eux. Donc tout ça, ça prend un peu de temps. Deuxième point, l'autre volet qui est le volet communication, Patriot, la holding de communication, elle est démantelée. Aujourd'hui, ça disparaît complètement. Et le troisième sujet qui nous intéresse de très près à tous ceux qui s'occupent de l'Afrique, c'est ce qui se passe en Afrique. Je rappelle qu'en Afrique, il a des adjoints qui sont très capables de faire les trucs, qui sont des francophones, qui connaissent bien, qui sont capables de sans faire. Prigojine, vous voulez dire? Sans Prigojine. Qui peut faire sans Prigojine. Et Lavrov a pris la précaution d'appeler tout de suite les gouvernements africains en disant on va rester, on va continuer. Donc est-ce qu'il y a un changement de bannière et un travail qui va continuer? Parce que ce travail est extrêmement utile pour la Russie. Parce que l'armée russe ne peut pas faire ça. Ça ne peut être qu'une société de type Wagner. Mais vous dites que c'est possible sans Prigojine. C'est possible sans Prigojine. Oui, parce qu'il y a le GRU, il y a les renseignements militaires parce qui, que de toute façon, sont avec Wagner en Afrique depuis le début. C'est une franchise du GRU, en fait, Wagner. Donc, et alors, ça rejoint ce que disait Isabelle à propos des guerres, et qu'on ne comprend pas bien, la guerre entre le GRU et le FSB.
le groupe. Alors ça, c'est encore Voilà, mais un nouvel épisode de la série. non, mais exactement. C'est pour L'histoire ça dans l'histoire de qu'effectivement, il peut y l'histoire. avoir beaucoup de scénarios de cinéma sur cette affaire. On saura peut-être ça dans quelques années, pas forcément Romain, aujourd'hui. est-ce que vous êtes convaincu que cet appel de Prigojine, que ce nouveau message de Prigojine vient d'être enregistré, donc que Prigojine est en vie? Quel est votre sentiment? Alors moi je pars systématiquement du principe que toute communication de Prigojine, il faut la prendre avec énormément de distance. Globalement c'est quelqu'un qui, comme beaucoup de responsables russes, ne fait pas ce qu'il dit et ne dit pas ce qu'il fait. Et là, a fortiori, en ayant un tout petit morceau d'enregistrement qui ne dit pas grand-chose, qui n'est pas très concret, où il n'y a pas d'image derrière, je ne crois pas qu'on puisse en tirer beaucoup de conclusions. Je voudrais juste revenir sur la question du démantèlement de l'ensemble du business de Prigojine. Ça, par contre, j'y crois pas trop. Prigojine, s'il a pu mettre en place l'ensemble de ce business-là, c'est pas tellement parce que lui est un entrepreneur de génie, c'est parce qu'il venait répondre à des besoins bien spécifiques de l'État russe, et toute son activité n'a pu exister que parce que l'État russe le voulait et lui a permis de faire tout ça. Donc en réalité, quand l'État russe annonce le démantèlement de ces différentes activités, c'est comme s'ils annonçaient qu'ils démantelaient certains de leurs outils, certaines de leurs capacités stratégiques et militaires. Alors, qui change le nom de la marque en haut de l'immeuble, qui change les noms sur les boîtes aux lettres et qui mettent un nouveau chef à la place de Prigojine pour gérer ces différentes branches, ça c'est tout à fait possible. N'empêche que l'activité qu'il y a derrière, que ce soit la désinformation, les manipulations à grande échelle, notamment en Afrique, ou que ce soit le mercenariat, ça se poursuivra très probablement, parce que la seule chose qui peut mettre fin à ça, c'est une volonté politique des Russes d'y mettre fin, ce qui n'a aucune raison d'émerger à court terme, et donc des lois qui soit mettraient fin à ces activités, soit les cadreraient. Si on ne voit pas Prigojine, alors qu'on le voyait tout le temps avant, là, c'est uniquement un message audio. C'est pourquoi? Parce qu'il se cache? Parce qu'il a peur? Parce qu'il ne veut donner aucun indice sur l'endroit où il se trouve, ce qu'on pourrait déduire d'une image? Pour vous, Dominique, Jean-Dominique. Moi, je crois qu'on est effectivement toujours dans la boîte noire de la sortie de la crise de samedi, du samedi précédent. On n'est pas sorti de ça. Donc, il y a des choses, tout le monde le dit sur ce plateau, il y a des choses qui nous échappent et il faut le reconnaître avec honnêteté et modestie, on ne comprend pas tout. Oui, on l'entend, bon, c'est la première fois qu'on l'entend, on ne le voit pas, on va sans doute le voir dans les prochains jours, vraisemblablement. S'il est encore en vie. S'il est encore en vie, mais s'il n'était plus en vie, on le saurait, parce que les gens qui auraient intérêt à raconter qu'il ne l'est plus. Donc, non, je crois il y a encore des discussions, des négociations, des choses, on ne sait pas. Et puis, Dominique le disait à juste titre, il faut bien comprendre qu'à la fois, dans cet univers, tous les gens se connaissent, mais beaucoup se détestent. Et notamment, ils se détestent parce qu'ils appartiennent à des services différents. Et notamment, ils appartiennent à deux services qui se sont toujours absolument voués une haine générale et totale, qui sont les services militaires, le renseignement militaire, le GRU, le GRU, et les services civils, l'ancien KGB, qui était l'arme du parti, qui était fait pour contrôler l'armée. Et donc, ces gens-là, aujourd'hui le FSB et le SVR, ces gens-là, on n'imagine pas le degré de haine qui les oppose de tout le temps. Ce sont des bandes ennemies, comme voilà, ce sont des bandes ennemies. Et ils règlent leur compte. Bon. Ils règlent leur compte, mais ils ont parfois des intérêts en commun. Donc, on est dans un système compliqué où les groupes mafieux peuvent se partager les choses. Mais là, on est dans la boîte noire. Et franchement, on n'en sait pas plus que s'il se passait chez les yakuza japonais, comment ils règlent leur compte. Simplement sur Wagner, de cette Isabelle. boîte noire, quand même, on arrive à percevoir une chose, c'est qu'il y a quand même, au milieu de toutes ces différentes tendances, il y a quand même deux clans qui s'affrontent, et pas seulement parce qu'ils se détestent, mais parce qu'ils sont pas d'accord avec Vladimir Poutine, et qu'en fait le contrat qui avait été donné à tous ces gens par Vladimir Poutine, c'est-à-dire d'une part une
prospérité économique, des contrats financiers énormes, etc. Puis la restauration de la grande Russie éternelle est en train de se fissurer parce que les sanctions et le boycott systématique de l'Europe fait quand même se rétrécir les profits que les oligarques et les élites ne peuvent plus aller se faire bronzer sur la Côte d'Azur, si je caricature. Et deuxièmement, parce que cette promesse de refaire l'Empire, eh bien, on voit bien qu'elle bute sur l'Ukraine et qu'elle est en train de s'effondrer sur elle-même. Donc il y a aujourd'hui un clan qui est soudé derrière Poutine et un autre clan dont on ne sait pas encore très bien de qui il est composé, en tout cas une partie des élites, peut-être une partie des militaires, peut-être aussi Prigojine, qui disent c'est pas possible, on va dans le mur, on peut pas continuer comme ça, il faut que Poutine s'en aille, quoi. Mais ça, voilà, on arrive à percevoir ça, et après c'est la boîte noire. Simplement pour en terminer avec Wagner, est-ce qu'on peut dire de façon à peu près certaine que, hormis la question africaine, où peut-être Wagner va continuer, ou peut-être ce sera une autre franchise, en Russie, la bannière Wagner... Mais Wagner, c'est l'État russe. Est à peu près terminé. Wagner, c'est l'État russe. En tout cas, sous la bannière Wagner, c'est à peu près terminé. Dans l'esprit de tous les gens, Wagner, c'est Prigojine. C'est plus l'État russe. En Russie, sur le sol russe, est-ce qu'on peut dire que la bannière Wagner est périmée et caduque en Russie? Mais je pense qu'elle a pris tellement d'importance avec la visibilité médiatique de Prigojine qu'elle ne peut pas disparaître complètement. C'est-à-dire que le lien tel qu'il existait, c'est-à-dire l'excroissance de l'État russe, tel qu'il était avec ces trois volets qu'on a décrits, communication, mercenariat et action étrangère, ne prendra plus la même forme. Mais Prigojine, aujourd'hui, il est obligé, dans le petit message qu'on a, on parle toujours de Wagner, parce que l'image est trop forte. Et puis on l'a vu, même à Rostov, il y avait quand même des manifestations là-dessus. Hier, il y a eu une fête au parc Gorky. Ouais. Et il y avait des centaines de jeunes Russes qui faisaient la fête avec des banderoles Wagner. Ils n'ont pas été arrêtés. Hein. Pour simplement sur le mystère qui entoure tout ça, rappelons-nous quand même aussi que tout ça est totalement mafieux. Et que donc, ce que disait Isabelle tout à fait à juste titre, c'est que quand il y a un certain nombre de gens qui se plaignent du parrain, eh ben ça commence à bouger et ça commence à se tirer un peu dans les pattes. Mais aujourd'hui, c'est vrai qu'on ne peut pas en dire beaucoup plus. Hein. Juste un mot sur Shoigu, non, vous voulez rajouter un mot sur Wagner, Romain ? Très rapidement, il y a quand même un aspect important dans la manière dont le rôle de Wagner a été médiatisé ces derniers mois par le pouvoir russe. C'est que, effectivement, les citoyens sont amenés à être plutôt sympathisants de l'armée, plutôt sympathisants de Wagner, et à animer une espèce de tension entre les deux groupes. Mais en fait, ce sont deux groupes qui sont directement aux ordres du Kremlin. Donc, les vrais opposants, ils ont déjà été sortis du jeu depuis longtemps. Et là, en gros, on est dans un truc de est-ce qu'on préfère la vraie armée ou est-ce qu'on préfère une autre forme d'armée ? On prête à chacun de ces deux mouvements des qualités différentes. Shoigu incarne l'un, Prigojine incarne l'autre. Et en fait, ça fait disparaître toute forme de réel débat sur les vraies questions politiques qui agitent la Russie. Et ça, je pense que c'est un truc qu'il faut garder quand même à l'esprit. Les gens dangereux, ils ont été sortis du jeu. Et juste un mot sur la réaffirmation, l'auto-réaffirmation de Shoigu, silencieux lui aussi depuis 8 jours. Et le voilà qui dit ce que nous avions dit, d'ailleurs, ce que les observateurs avaient vu, c'est-à-dire que aucun cadre de l'armée ne s'est rallié à Wagner au moment de son équipée. C'est intéressant parce que... Pardon. Voilà, et Shoigu réapparaît et dit ça. Je suis le chef de l'armée, je peux dire que l'armée a été parfaitement loyale et c'est grâce à ça que cette mutinerie a été évitée. Aujourd'hui seulement, il réapparaît. Et ce qu'il dit en creux, il dit qu'ils ont vraiment eu peur. Ils ont vraiment eu peur que l'armée ne soit pas loyale. S'il félicite, il se réjouit que l'armée ait été loyale, c'est que la question s'est posée. Et donc... on voit bien qu'effectivement, il fait quand même pas le fiero, hein, là, c'est pas son genre, hein, mais il n'est pas triomphaliste, hein, il fait un discours assez calme, plat, en disant bon, bravo les gars, vous avez été fidèles, vous êtes des serviteurs de la patrie. 8 jours après, vous avez été loyaux. Mais oui, mais bon, on imagine qu'en général, je suis un général à côté de moi, en général, les généraux sont loyaux. Mais quand le ministre vient les féliciter pour le fait qu'ils aient été loyaux, ça veut bien dire qu'il y a eu un moment où on n'était pas sûr qu'ils le soient. Oui, mais général,
le lendemain de cette affaire de tentative de coup de force avortée, on a vu Poutine se démultiplier. Oui. Il n'y a qu'un chef, c'est moi. Regardez, l'autorité est assurée. Et il a fallu attendre donc 8 ou 9 jours pour que le chef de cette armée, lui, intervienne pour dire « Ah, notre armée était loyale. Parce que le Vous chef avez vu qu'on a Poutine- réussi à empêcher le... Poutine. Oui, mais parce que, mutinerie. en fait, son discours-là, c'est un écho au discours de Poutine. Simplement, il vient 8 jours après. Pourquoi ? Parce que, quand même, tout le monde a été loyal, c'est pas si vrai que ça. Et il fallait quand même regarder un peu dans le détail. Et Shoigu, c'était un peu son rôle de faire regarder dans le détail, premier point. Deuxième point, en s'affichant, il montre, alors est-ce vrai ou pas, que Prigojine a perdu, puisque Prigojine voulait le départ de Shoigu, et que Shoigu est là. Donc, si vous voulez, c'est un peu la clôture de la scène sur laquelle cette rébellion a été importante. Le président Poutine a remercié les armées fidèles. Shoigu a fait, on ne voit pas Gerasimov, hein, a fait un peu de ménage dans toutes ces affaires-là. Souvenez-vous Surovikin, dont on a beaucoup parlé, son arrestation, relâché, pas relâché, etc. Donc il y a un peu de ménage à faire. Il n'est pas Et là, hein, Sourovikine. Non, Il s'adresse à ses principaux voilà. généraux et Sourovikine absent du tableau. Et donc là, il essaye de remettre en scène l'état-major sous la houlette de Shoigu, qui est l'opposé de ce que Prigojine demandait. Mais ce qui surprend, c'est le temps qu'il aura fallu. C'est quand même mais c'est pas la un Russie. grand signe de C'est la Russie. confiance. C'est la Russie. C'est la Russie. Souvenez-vous de ce qu'on disait, le temps n'a pas la même valeur en Russie. Bon. C'est Romain, aussi de la là-dessus. communication moderne, c'est-à-dire que quand le président a décidé de parler, les ministres attendent que le président ait parlé. Non, mais- Et on connaît ça dans d'autres pays. Hein. Donc là, la communication, elle était centrée sur le Poutine. président Poutine. Il l'a usé, il en a même abusé. Maintenant, les ministres pourront reparler. Non, mais c'est aussi peut-être que sa tête a été entre parenthèses pendant quelques jours. On n'en sait rien, parce que n'oublions pas que Shoigu et comme Gerasimov étaient les deux buts de guerre de Prigojine. Et depuis très très longtemps, il demandait la tête de ces deux hommes. On ne sait pas ce qui s'est passé entre-temps. Romain, votre observation. Wagner aura quand même permis une chose intéressante, ça a été de rendre acceptable l'idée qu'on peut recruter des prisonniers pour les mettre dans l'armée. Ouais. Alors, il y a eu une courroie de transmission qui a été Wagner, mais au départ, on a sorti des dizaines de milliers de prisonniers en leur disant vous allez pouvoir combattre en Ukraine et remplir votre rôle de patriote. Ça va être compliqué de faire passer le message de le moindre tolard peut devenir soldat. Et là, aujourd'hui, on est en train de dire les hommes de Wagner, malgré l'opération qu'ils ont menée la semaine dernière, peuvent être réintégrés dans l'armée. Et donc, à travers ce cheminement-là, ça a permis de récupérer quelques dizaines de milliers de combattants à intégrer dans les armées, qui, en termes d'image, n'auraient probablement pas été aussi bien acceptés il y a 6 mois ou il y a 1 an.